me down again. Bonjour à tous, bienvenue en live pour ce webinaire The Metrics Factory. Merci de vous connecter si nombreux, que vous soyez sur YouTube ou sur Twitch. Aujourd'hui, on est réunis pour parler de gaming et de e-sport. Vous étiez nombreux lors de nos précédents webinaires à avoir suivi les explications de Jérémy et Clément sur ce qu'était ce phénomène gaming et e-sport. Aujourd'hui, on va aller un peu plus loin avec un plateau d'invités. On est ravis d'avoir pas moins de 4 invités, des annonceurs de grands groupes qui vont pouvoir faire part de leur expérience, retransmettre un peu leur retour d'expérience sur ce phénomène. Si vous ne connaissez pas The Metrics Factory, c'est une agence conseil spécialisée dans l'analyse de data issue du web et des réseaux sociaux. On accompagne des grandes marques dans l'évaluation de leurs performances, l'analyse de leurs audiences, que ce soit dans des contextes d'influence marketing, d'évaluation du sponsoring sportif, ou, comme c'est le sujet aujourd'hui, de partenariat entre gaming et sport. Je suis avec Jérémy actuellement en live. Jérémy qui est notre consultant senior spécialisé dans les sujets e-sport gaming, qui accompagne tous nos clients sur ce sujet. Jérémy, le dernier webinaire avait eu un certain succès. Est-ce que tu peux nous redire en 2-3 mots quels étaient les grands enseignements, quels étaient les grands sujets que tu avais abordés à ce moment-là? Justement, lors de notre dernier Wake Up Your Audience, on avait expliqué cette différence entre gaming et e-sport. L'e-sport qui est plus vu comme une dimension compétitive, alors que le gaming, on pouvait plus le voir comme un divertissement aujourd'hui. On avait également fait un panorama des plateformes qui touchent ces audiences. On a les plateformes que vous connaissez tous, hein, les Facebook, les Twitter, les YouTube, qui vont toucher bien sûr cette audience gaming e-sport, mais on a aussi des plateformes un peu plus spécifiques sur ces audiences. On était très factuel, on avait montré des chiffres sur notamment Twitch, sur Discord, sur Reddit, qui peut aussi toucher ces audiences. Et on terminait en fait notre webinaire avec les opportunités des marques sur ces deux verticaux, des cas d'activation possibles, comme le sponsoring d'équipes, le sponsoring de joueurs, de compétitions, voire même la création d'événements, de talk shows, la possibilité aussi pour les annonceurs de faire de l'achat média sur ces plateformes, de faire des activations in-game. Et ce qui est super intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a autour de la table 4 annonceurs, 4 personnes qui l'ont fait en fait, ces activations sur ces audiences. Et du coup, la parole est à eux. Parfait, merci Jérémy pour le récapitulatif. Effectivement, comme vous le savez, dans ces événements qu'on organise tous les trimestres, les Wake Up Your Audience, l'objectif c'est de décrypter les tendances, d'analyser des phénomènes qui sont pour nous des opportunités d'engager les audiences pour les annonceurs. On pense vraiment que le social media et le digital permet d'aller au-delà de la simple exposition pour les marques, mais vraiment de créer des expériences, d'engager les audiences. Et aujourd'hui, le e-sport et le gaming sont des opportunités pour les marques d'engager les audiences. Le programme d'aujourd'hui, on va passer à peu près 1 heure ensemble, un peu moins dans ce webinaire. On a 4 invités, on vous l'a dit. On va avoir Nicolas qui nous parlera de la stratégie e-sport et gaming du groupe Kellogg's. Il est directeur marketing du groupe Kellogg's pour la France. On aura James Dimock qui nous parlera de Michelin qui est présent également fortement sur l'e-sport et le gaming. Puis nous aurons Alison du groupe Ubisoft qui nous parlera cette fois-ci
effectivement des opportunités qu'Ubisoft peut offrir aux marques avec ces différents dispositifs. Et pour terminer, nous aurons Benoît de la Société Générale qui nous présentera comment une banque a pu se positionner sur le gaming et l'e-sport. Restez connectés, n'hésitez pas à poser vos questions en chat. On aura un espace de questions-réponses à la fin avec l'ensemble des speakers. Donc posez toutes vos questions dans le chat. Nous essayerons de les sélectionner pour les poser à la fin. On va commencer tout de suite donc, avec le premier speaker. Je vous disais Nicolas Bory, directeur marketing de Kellogg's France. Bonjour à tous. Bon, moi je vais commencer du coup. Un petit peu, Nicolas. Excuse-moi. Pardon? Vous m'entendez bien? Ouais, très bien. Super. Donc je vais peut-être commencer rapidement pour raconter un petit peu où on en est de notre côté chez Kellogg's. Puisqu'en fait, ça fait un bout de temps qu'on a commencé à investir et notamment dans le gaming. Ou dans l'e-sport. On avait commencé dès 2017 en fait avec Trésor. Donc 2017, ça semble déjà assez loin en fait parce qu'en 2017 on était assez seul à ce moment-là pour être honnête. On avait commencé de la façon qui, je pense, est vraiment la plus simple à aborder, qui est de faire tout simplement de l'achat média sur Twitch, qui est probablement la façon déjà de tester un petit peu la capacité à toucher l'audience très particulière de Twitch qui tourne autour du gaming. Mais on ne s'était pas arrêté là, parce qu'on avait aussi fait un partenariat avec un des influenceurs streamers français assez important qui était Lutti à l'époque. Ouais. Donc, nous, on avait avancé plusieurs billes déjà très rapidement en fait, dès 2017. On était un des premiers intervenants à l'époque. Et ça s'était fait via un partenariat direct avec l'équipe Twitch et leur studio Créa. Donc ça, c'est un peu le tout début de l'histoire. On a reconduit, en fait, on était content de l'activation en 2017. Donc ensuite, on a reconduit en 2018 avec quelque chose d'un petit peu différent, un petit peu plus expérientiel. Parce que, comme les gens qui sont connectés, j'imagine qu'ils le savent, une des grosses forces en fait, de Twitch, c'est d'être live et d'avoir un chat qui permet l'interaction directe entre les streamers et l'audience. Donc en 2018, on est revenu avec une activation plus expérientielle. En fait, on avait 2 influenceurs qui pilotaient un drone en direct et qui suivaient en fait les commandes du chat. Donc je ne vais pas vous expliquer les détails de comment ça fonctionnait, mais en gros l'idée c'est que le chat décidait de diriger le drone dans les mains des influenceurs pour lâcher du chocolat avec une caméra embarquée dans le drone, pour lâcher du chocolat dans la bouche de notre mascotte qui s'appelle le chocovore chez nous évidemment, puisqu'il ne fait que dévorer du chocolat toute la journée. Voilà, donc ça c'était vraiment, pour moi honnêtement c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément refait derrière, mais qui est une excellente façon d'aller beaucoup plus loin avec Twitch et de pouvoir leverager le côté live. Donc ça c'est 2018. Et puis depuis 2019, la grosse news pour nous c'est vraiment la structuration de l'approche gaming e-sport de façon beaucoup plus stratégique, parce que très honnêtement 2017-2018 c'était des coups un peu plus tactiques pour comprendre un petit peu comment ça fonctionnait, nous tester sur le sujet, mais depuis 2019 on a vraiment une approche stratégique. Donc là on remonte d'un cran dans l'importance de ce sujet-là chez nous. On a continué l'achat média sur Trésor, on a continué à faire des activations, mais surtout on a l'arrivée de Pringles qui appartient au groupe Kellogg's aussi. Et Pringles est arrivé vraiment de façon massive. On a signé des partenariats avec Riot Games, qui est l'éditeur du jeu League of Legends, que la plupart de vous doivent connaître. On a signé des partenariats avec PlayStation pour 2019, avec Xbox pour 2020. Donc en fait, voilà, on est vraiment arrivé de façon beaucoup plus massive et surtout de façon beaucoup plus structurée, avec un angle sur le sujet et ce qu'on doit faire. Et là, il y a Trésor aussi qui a réinvesti sur la fin d'année 2020 avec un partenariat pour un peu boucler la boucle d'ailleurs avec cette histoire de Lutti et l'expérience qu'on avait eue il y a 4 ans et toute l'équipe du stream, etc. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus structuré chez nous et qui s'organise un peu plus clairement, puisque là où on en est, je dirais 4 ans après nos débuts, on n'en est évidemment plus du tout au stade du test and learn. On est sur une vraie plateforme stratégique pour nous et la preuve ultime, je dirais là-dessus, c'est que je vous ai cité Trésor et Pringles, et sans trahir de gros secrets de notre PNL, Trésor et Pringles, ce sont les 2 plus grosses marques de Kellogg's en France. Donc ça montre bien qu'on n'y va pas avec la 10e marque du portefeuille pour juste tester, mais on y va vraiment avec le plus gros de ce qui génère notre chiffre d'affaires en France. Ok, très intéressant de voir la montée en puissance un peu que vous avez eue depuis 2017. Tu as parlé beaucoup de la stratégie en disant que c'était une place importante.
et notamment sur vos grosses marques. Ma question, c'est quels sont vos objectifs stratégiques derrière? Pourquoi, en fait, vous avez misé sur le gaming? Est-ce que c'est un objectif de notoriété en se disant on va se positionner auprès des jeunes? Est-ce que c'est chercher plutôt l'affinité avec des communautés précises de gamers ou autres? C'est quoi, en gros, les objectifs de marque derrière qui vous poussent à être présent sur le gaming et le e-sport? Ouais, alors moi en général, je réponds à cette question en disant déjà que je challenge le fait que on se parle juste d'une audience jeune. Pour moi, mais donc pour nous plutôt, la première raison d'investir sur le gaming, les jeux vidéo, l'e-sport, c'est que c'est devenu ou en train de devenir, mais à vitesse grand V, une tendance de fond en fait, de la société. On se parle en fait d'un groupe plutôt large de gens qui jouent. Il y a la fameuse stat là, qui est sortie encore il n'y a pas longtemps, mais qui fait confirmer en fait les évolutions récentes de 35 millions de joueurs en France. Donc bon, quand on parle de 35 millions de personnes, on se parle un petit peu plus que d'une niche de fans absolus du gaming. Donc en fait, il y a une cible très large. Alors évidemment que quand on parle des 35 millions de personnes, on n'est pas forcément sur 35 millions de gens qui vont sur Twitch tous les jours pour consommer 5 heures de contenu. C'est pas du tout ça évidemment. Il y a des joueurs évidemment sur mobile, de petits jeux à droite à gauche. Mais néanmoins, pour nous, c'est intéressant et c'est pour ça qu'on est passé dans un mode stratégique plutôt que tactique, parce que c'est un groupe très large en fait, de population, dont le cœur correspond pour nous très bien aux cibles Trésor et Pringles que j'ai cité tout à l'heure. Notre cœur de cible sur Trésor, c'est plutôt du 15-24, et sur Pringles, c'est juste au-dessus, c'est du 25-35 en gros. Donc en gros, ça fait une cible de 18 à 35 ans sur les deux cibles, et qui est là pour le coup largement surreprésentée en termes d'aire d'intérêt quand on parle du gaming ou de l'e-sport. Donc ça, c'est le premier point. Donc nous, notre stratégie, elle n'est pas pour dire cool, on va toucher une toute petite cible de gens très engagés. On est vraiment en train de nous, on se dit vraiment c'est quelque chose de fondamentalement mainstream aujourd'hui. Et par contre, pour répondre à ta question sur comment est-ce qu'on fait vraiment comment est-ce qu'on construit notre stratégie, on a un peu deux façons de faire. Une première qui est ce qu'on appelle les activations horizontales. Donc là, pour le coup, on est vraiment très mainstream. On essaie de toucher le plus grand nombre. Pour rebondir justement sur ce que je viens de dire, c'est-à-dire, voilà, on essaie de toucher, je dirais, idéalement, la totalité de la population française qui s'intéresse aux jeux vidéo de façon très large. L'exemple de ça, c'est typiquement les partenariats qu'on a pu faire avec Xbox ou PlayStation. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de foyers en France gagner une console PlayStation ou Xbox n'intéresse pas du tout. Donc ça reste assez mainstream. Donc ça, c'est côté horizontal. Et après, en vertical, par contre, souvent, on a une deuxième couche un peu d'activation qui va plutôt travailler en profondeur la cible et la communauté des gamers. Donc là, on est en effet dans une approche où on va essayer d'engager la communauté des gamers qui est plus connaisseuse en fait, du milieu, ou des fans d'un jeu. C'est ce qu'on a fait avec Riot, par exemple, ou des fans d'une équipe. On va en reparler un petit peu tout à l'heure, je pense, parce que je vais commencer un petit peu à teaser ce qu'on a pu faire, ce qu'on va faire sur 2021. Donc voilà, soit on est très horizontal pour toucher tout le monde, soit on rentre un peu dans une verticale pour essayer de travailler des cibles de gens qui sont quand même des gens passionnés en général, et donc il faut arriver avec des choses qui rendent la marque crédible. Il y a un vrai enjeu de crédibilité auprès de cette communauté. Ok, très clair. Du coup, tu parlais de puissance, de visibilité. C'est vrai que vous êtes un groupe FMCG, donc j'imagine que la notion de ROI ou au moins de mesure chez vous doit être prédominante ou importante. Est-ce qu'aujourd'hui, avec des dispositifs gaming et ce type d'activation que vous menez, est-ce que vous arrivez à mesurer l'impact? Est-ce que vous arrivez à mesurer des résultats, soit des impacts sur les ventes directement ou peut-être un impact par rapport aux objectifs que vous fixez? Comment vous évaluez tout ça? Ouais, alors il y a un peu deux réponses à la question. Il y a la première partie qui est vraiment héroïque, tu as cité, qui est hyper importante. Évidemment, on investit de l'argent et beaucoup d'argent, donc il faut que ça rapporte. On n'est pas là juste pour faire de l'equity et de la notoriété. Donc pour répondre très clairement à ta question, nous, notre stratégie, c'est de vendre grâce à ces activations. Là-dessus, je préfère être très clair. Nous, on veut aller déclencher l'achat au final. Donc on ne passe pas ces partenariats à gauche ou à droite pour juste être perçu comme une marque cool et peut-être espérer des résultats dans très longtemps. Donc on a une notion de ROI assez court-termiste aussi. Chez Kellogg's, on a un modèle de modeling, donc de modélisation interne qui est propriétaire à Kellogg's et qui est déployé dans tous les pays d'Europe.
En fait, on a tous le même outil et on y met dedans, dans notre moulinette, comme on l'appelle, on y met toutes nos activations. Donc, ça peut passer de la vague télé qu'on va payer plusieurs millions ou plusieurs centaines de milliers d'euros à la plus petite activation, type, je sais pas moi, un stop rayon en magasin. Voilà, je crois que le seuil de matérialité pour vraiment comprendre le ROI, c'est autour de 50 K euros. Mais on a quand même, voilà, on a cette granularité d'aller en gros de 50K à plusieurs millions pour modéliser et on récupère le ROI de tout ça. Et donc évidemment, si on investit et qu'on continue à investir dans le monde du gaming, sur Twitch ou avec d'autres partenaires, c'est parce qu'on a modélisé les activations qu'on a faites avec ces partenaires-là et que pour nous, elles ont délivré. Donc nous, en fait, le ROI qu'on a obtenu, ce qui est un peu le juge de paix pour nous pour décider d'investissement futur, aujourd'hui, il est positif. Et c'est pour ça qu'on continue à investir dessus, tout simplement. Donc ça, c'est le premier type pour vraiment répondre au cœur de ta question. Et par contre, le deuxième type de résultat, je dirais que c'est un peu un impact positif sur la marque employeur, tant en interne, honnêtement. Je pense que le premier boulot qu'il y a à faire, c'est auprès de ses employés actuels. On a toute une partie de notre population kelloggsienne qui est évidemment assez jeune, qui est justement dans ce fameux cœur de cible que j'évoquais tout à l'heure. Et en fait, honnêtement, ça a un impact très positif sur notre engagement interne. Il y a beaucoup de fierté de voir que notre marque est un des pionniers, enfin nos marques sont parmi les pionniers sur Twitch ou dans le gaming en général. Donc ça aide vraiment pour nous en interne. Et puis ça aide en externe aussi. J'ai eu pas mal de recrutements depuis 2 ans. J'ai fait venir des gens de l'extérieur et il y a très peu de personnes qui n'ont pas cité justement le fait d'avoir vu nos activations, que ce soit sur Twitch ou ailleurs. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous parce que ça crée de l'attrait tout simplement pour notre marque. Sachant que Kellogg's, évidemment, elle est plutôt perçue comme un peu une vieille marque, une marque historique. Donc pour nous, avoir ce type d'image beaucoup plus positive, moderne, c'est extrêmement intéressant aussi. Ok, super. Merci pour la transparence sur le partage d'expérience sur les résultats. Ma dernière question, si de ce que je comprends, vous avez testé progressivement, puis maintenant ça fonctionne, vous mesurez des résultats positifs. Donc la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que vous avez prévu en 2021? Comment vous pouvez aller encore plus loin? Et est-ce que tu peux déjà nous dévoiler peut-être les activations à venir sur les différentes marques? Ouais, alors en pré-réponse, je vais répondre sur 2021 parce que tu poses la question. Mais l'autre élément que je voulais apporter, c'est comme j'ai parlé de plateforme stratégique de croissance pour nous, même si je peux pas te dire là exactement quelle tête ça aura en 2022 ou en 2023, je sais déjà qu'on sera là en 2022 et en 2023 et probablement bien plus loin. Donc ça répond à une partie de ta question qui est est-ce qu'on va continuer à investir? Oui, c'est évident. Pour nous, c'est vraiment devenu quelque chose de stratégique long terme. Pour revenir à 2021, je pense qu'il n'aura échappé à personne que cette fin d'année 2020 a été assez riche en actu du côté des constructeurs de consoles avec les lancements PlayStation et Xbox. Et donc ça a été de façon, c'est sorti dans la presse, donc je peux déjà en parler. Mais sur Pringles, on a reconduit le partenariat avec Pringles, entre Pringles et Xbox, pardon. Et on va faire gagner évidemment plein de choses. Grâce à Xbox, à nos partenaires, mais notamment on va faire gagner la console Series X, évidemment, que beaucoup de foyers français aujourd'hui ont envie d'avoir chez eux. En plus, il n'y aura pas tout le monde qui pourra en avoir entre maintenant et Noël, donc je pense que quand on va attaquer là-dessus au 1er janvier, il y aura pas mal d'appétit pour ça, et ça rejoint du coup la dimension dont je parlais tout à l'heure, qui est la dimension horizontale. Donc là, on va vraiment essayer de toucher un maximum de foyers avec ça. Et puis en parallèle, là, par contre, je peux un petit peu moins en parler. Il y a des bouts qui sont sortis dans la presse, mais pas complètement. En parallèle, on a signé avec une des plus grosses équipes européennes d'e-sport, pour le coup. Donc là, on est vraiment dans l'e-sport en particulier, pour travailler plus en profondeur, du coup, la cible des fans et des connaisseurs, quoi. Donc là, on est sur quelque chose de beaucoup plus vertical. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Avec vraiment un très, très gros nom européen en termes d'équipe, qui devrait faire pas mal de bruit aussi. Mais bon, dans les deux cas, ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, sur Pringles, nous, la promesse, c'est une expérience évidemment de goût, une expérience tout court, et puis surtout une expérience très fun. Donc, ce sur quoi on a bossé ces derniers mois, là, c'est surtout commencer l'année 2021 avec des nouvelles et des actus hyper fun et engageantes pour nos cibles.
après une année 2020 qui, il faut l'avouer, n'aura pas été le summum du fun pour tout le monde. C'est bien résumé. Nicolas, merci beaucoup pour ton témoignage. Du coup, je pense qu'on a tous hâte de suivre les nouveautés de vos marques et de voir quelle équipe e-sport à laquelle vous allez vous adosser. Je le répète, n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser à Nicolas ou autre, vous pouvez le faire dans le chat, que ce soit sur YouTube ou Twitch. On reviendra à la fin avec tous les interlocuteurs pour répondre aux questions. Nicolas, merci beaucoup. Merci d'avoir participé. On va maintenant... Merci. On va enchaîner tout de suite avec notre deuxième guest, qui est donc James Dimmock, qui est en charge de l'influence et des New Touchpoints chez Michelin. Plus spécifiquement, James s'occupe de tout ce qui est gaming et e-sport, parce que Michelin a une vraie stratégie sur ce sujet. James, thank you very much to be here with us. We are very glad to have you here. Well, thank you. Change of language for everyone now, though. Unfortunately, my French is good in a restaurant, but bad in a webinar. So it's great to be here today, though. And I will start by saying that I'm quite often criticized for speaking very quickly, but I'll try not to today for everybody. So it is great to be here and to talk about, or to share a little with you about Michelin's journey in esport and gaming. But I kind of want to start with a tiny confession. I'm a huge car enthusiast and I'm a gamer. So for me, this is an amazing opportunity to work in an industry that I'm passionate about and that I think we can really do something to change people's perceptions. And that's important for me as we're talking today because, and we'll come back to this right at the end, but validity and legitimacy in this arena have been key for us. Interestingly, as a brand, many of you, of course, are aware of Michelin. And one of the things that is different for us to many brands that you'll talk about is that we've actually been involved in gaming for over 30 years. Might seem a little bit of a surprise for you. But of course, from our point of view, as we all know, as processors have got faster, as graphics cards have got better, as I've moved away from my 14-inch VGA monitor to something a little bit more impressive, we've seen graphics improve, whether fantasy or reality, but to the point of high resolutions where we can really determine things. And of course, as one of the world's most famous motorsport brands, we've been involved in that journey purely through licensing our IP and ensuring that the Michelin brand is represented in the world of gaming as it is in real life. That is only a part of our journey, and more recently, and what I've worked on is specifically about ensuring that people have the opportunity to engage with Michelin as a brand in the gaming and esport world. So I want to share a little bit with you about what we've done, how we've brought that together, where we're taking it, and what it's meant to us. Well, as I said, we've been licensing our brand for a long time, but in games we've been involved for nearly 30 years. And in fact, that arm of the company is specifically set up to work in licensing. But of course, as you're aware, we have our real life motorsport associations. We have our brand and communication needs. I myself work in our communications team. So for me, it's about bringing these things together in order for us to legitimately talk to the audience through the medium of the game. Now, that might seem quite crazy, but if you think about it, we all have a first touch point with a brand, and we all have a brand that's close to our heart. So I'm going to share a little story with you. As I said right at the start, I'm a huge computer fan, a huge car fan, big gamer. But before I even put the first cartridge in my Master System, we talked about Mega Drives when we were offline earlier. I'm too old, clearly. And before I fired up that first 48K PC, 48K Spectrum plus the ZX Spectrum even, there was something else that was close to my heart that was car related. And this was something called Scalextric. Now, Scalextric, I've discovered as I tell this anecdote, is a very uniquely English thing. So if you're not English, I'll try and explain what it is. It's a brand name, and it's for slot cars, as my American colleagues refer to them, or Carrera, I think, is one of the more famous brands in Europe. And effectively, as a car enthusiast, this was my first opportunity to be that racing driver, to squeeze the trigger gently, to go around the corners. But also, and although it didn't stick in my mind at the time, I remember very well, 30 years later, that there were brands in that game
There were advertisements for tyres. They weren't Michelin, so I won't say who they were. There were adverts for Lucas Electrics and Girling brakes. But those brands have struck with me because that was my first touch point. And that for me is something that's important in the gaming world, that we as a brand retain that authenticity and that we deliver where we're experts. So what has that meant to us? It's meant to move on from just licensing, but to try and integrate ourselves in a community that's close to my heart, that gaming community, with a way that we can deliver our expertise to benefit the community. It's not been about sponsorship for us. And I want to make that clear because that's been really important. It's about been delivering our expertise, who we are, our emotion and passion for tyre development, to allow people to become part of that environment, to understand our brand story, our product and ourselves as much as we love it. And because of that, we've led to the point where we are, as you may or may not be aware, but we've become the world's first virtual tyre provider to an esport. Working with the FIA certified Gran Turismo eSport Challenge with Polyphony Digital, that is the world's only FIA certified esport, and the world's biggest motorsport championship that was viewed over 65 million times last year. Our integration in this race series and our integration in the game itself for nearly 10 million people globally has meant that on the tyre selection screen, you're choosing a Michelin product. When you're working on your liveries, you can choose a Michelin product. If you race in that FIA certified esport, you're using a Michelin product in the virtual world. But of course, millions of people driving tens of billions of virtual kilometers in billions of virtual online races around the world is really exciting for us as a brand. Not to put the logo there, but to have the opportunity to engage with that community and share with them. We've built on that. We're also the world's first two-wheel esport virtual motorsport tyre supplier with the Dorna MotoGP esport, something that we're proud to be associated with in the virtual world as we are the real world. This year, which has been an amazingly challenging year for so many people in so many ways, we've seen that acceleration of true esport in motorsport come to the front. And we reimagined our role in the virtual 24-hour of Le Mans, an iconic race for France and an iconic race for Michelin and every motorsport fan. It meant that we were present there in the virtual world as we were in the real world. And the same through the ABB Formula E Race at Home Challenge. We've come together over the last few years of this project to ensure that we can work with our partners, such as Porsche in their iRacing series, to provide the support that's needed. That's not always about virtual tyre models. Sometimes it's about working together to create a community feel, to deliver things back. But for us, both supporting our partners, our consumers, and telling people who we are in a way more than placing the logo, but by integrating as a tyre manufacturer, has been great for us. You might ask, how does that help us as a brand? Well, presence in this arena has given us real visibility and legitimacy in the space to communicate to our audience horizontally. It's allowed us to talk to people about the Michelin brand, about the Michelin product, that maybe wouldn't normally be interested in tyres, but they see and receive positively the links to what we're doing. It's given us that legitimacy and those opportunities to engage with our consumers and our future consumers. For us, and this is an awful lot to say in the time we have today, and I could talk quite happily for several hours, but the look of fear on Quentin and Jeremy's face suggests I shouldn't. But for us, this has been a really exciting opportunity, as I say, to integrate our motorsport arm, our communications arm, our licensing arm, to come together, to work together, to deliver into the community the opportunity to engage with the Michelin brand. But more than that, it's also allowed us as a lever from the point of view of influence to work with exciting events that we wouldn't normally have the opportunity to do so. Whether that's been attendance at things like the live Gran Turismo events, which are normally closed set, obviously challenging this year, or as we discovered through COVID, and something that I was personally engaged with on an operational level, that brought my passion and my work together, was we actually had a global race with Gran Turismo. We brought in some of our contacts in the racing world, in the influence world. It was amazing fun because we really brought people together in a time of great difficulty for communication to engage in a social racing challenge. From a business point of view, of course, there's the benefit of that appropriate communication sharing, but more than that, that passion, that emotion, and that reality for our love of the brand was shared with people in a fun setting in what was a very challenging time for the world. And I was really proud to be a part of that.
Focusing on the business again, of course, it's been key to ensure that we can understand our return on investment here. And like many businesses, we're driven by various KPIs. And of course, we want to ensure that we can prove a good return on investment. And we've been greatly supported by the Metrics Factory on a number of events for their work on this. But the real thing that's been key to us, and I can't say this enough in this session, is that legitimacy and validity with the consumer. It's a market segment that I'm part of as an employee and as a consumer, and I want to be proud of what we're delivering there. And therefore, for me, to ensure that there's been alignment, that the consumer, the audience has understood why we're involved there, and that commentary is positive around that has been really key. And again, I can't stress enough how the Metrics Factory have actually helped us deliver that understanding of how people are positively interested in this content so that we can steer our future plans. We've also developed beyond just the integration within these partnerships throughout this year, with a number of events beyond that initial global event during lockdown in April, to now be able to lever this in our multiple countries around the world, tailored to their local needs, in order to lever things like Gran Turismo, whether for charity generation, as we did in Michelin North America, or whether for a more business reason, as we did in Michelin Central America. But throughout, we've had this opportunity to engage with an exciting consumer that we all know ranges in age considerably, but certainly isn't as young as most misconceptions. But for us, we may be focused on the digital motorsport world. We may have been focused on the car world. The future may bring something different, and I'm excited to hear what everyone's got to say in this webinar, as much as you are, the audience today. But of course, I said right at the start, I wanted to come back to something. That emotion, that visibility has been key to us. That realism has been key. To share how we feel with everybody else has been important. And it's been great to be able to lever that, both for the business, from a communication point of view, from a branding point of view, and from a licensing point of view, and to be part of the ecosystem as we move forward and develop that further in our business. So I hope that's been interesting for you. I'm sorry it's only a small insight, but of course, as Quentin said before for Nicholas, I welcome any questions during the session. So thank you very much. James, thank you very much. Very inspiring. I'm sure that it was really interesting for our viewers to see how a tire brand can have a real strategy in e-sport and gaming. And we'll come back at the end, as you said, to answer a couple of questions. And if people are interested in having a 2 hours webinar with you, we will make it happen if people ask for it in the chat. No worries. Thank you very much. Merci beaucoup James. On va continuer maintenant donc avec notre troisième guest speaker, Alison de chez Ubisoft, et je vais laisser Jérémy prendre le relais pour l'animation. Bonjour Alison. Bonjour. Alison, Partnership Manager et Business Development chez Ubisoft. Tu vas nous présenter le point de vue d'un éditeur. Vous êtes à la fois du coup éditeur de jeux vidéo, vous créez aussi des compétitions. Vous avez pas mal de jeux chez Ubisoft. Je te laisse développer. Absolument. Alors moi, j'ai préparé un petit support visuel. Donc, hop, vous me dites si tout va bien, que je puisse, voilà. Est-ce que c'est bon? On va voir, on attend. Normalement, c'est bon. En tout cas, vous me dites quand c'est bon, mais ce que je vais présenter là, ça fait effectivement écho à ce que James et Nicolas disaient, et j'adore me raccrocher aussi aux mots émotion et passion dont James faisait référence. C'est un peu comme ça que nous, on se positionne chez Ubisoft, et je vais vous expliquer tout ça quand vous me dites si c'est bon. On est bon. Ok, c'est bon. Du coup, moi, je suis responsable en fait des partenariats et du sponsoring chez Ubisoft en France. Ubisoft, voilà, nous, on est un éditeur, on est le 3e éditeur indépendant en France, et on a vraiment ce positionnement comme des créateurs d'univers. Donc, c'est là où j'avais envie de répondre, de faire écho à ce que disait James sur l'émotion et la passion. Nous, ce qu'on aime, c'est immerger les gens dans des univers, leur faire vivre quelque chose de fort. Et ce que dit un de nos fondateurs, c'est que Yves Guillemot, c'est que normalement, quand on pose la manette, il y a encore des restes de cet univers qui persistent, et on peut d'ailleurs aller les trouver dans d'autres supports.
Ah ouais, ça, c'est mon job. Voilà, ces univers, en fait, ils existent sur un portefeuille très large de marques. On a plus de 25 franchises chez Ubisoft, dont notamment Assassin's Creed, hein, qui vient de sortir son 15e opus avec Assassin's Creed Valhalla. Et qui, lui, embarque le joueur dans une épopée viking, ou encore Watch Dogs avec Watch Dogs Legion, qui a sorti aussi également, c'est vrai qu'on vous l'avez dit, on a une forte actualité en gaming en ce moment, donc qui a sorti récemment son 3e opus et qui nous invite à organiser en tant que joueur la résistance pour libérer un Londres dystopique. Mais on crée aussi des nouvelles marques. Et là encore, on vient de voir la sortie de Immortals Phoenix Rising, qui nous immerge dans une quête mythologique et qui d'ailleurs à un moment quand même est assez consistant, puisque le personnage de Zeus en voix off est incarné par Lionel Astier. Donc voilà, pour vous expliquer un peu nos univers et la profondeur de nos univers. Certains connaîtront dans l'audience peut-être Lapin Crétin, Rayman ou Just Dance, et d'autres auront vraiment, comme James, qui a l'air d'être un pur gamer, l'occasion d'affronter une équipe adverse sur Rainbow Six Siege. C'est des profils vraiment différents. Chez Ubisoft, on a des marques pour tout le monde, pour tous les goûts. On a des marques hyper diverses, hyper variées, avec un contenu très profond. Et c'est ça, en fait, en tant qu'éditeur, qu'on va vous apporter pour vos activations de gaming. Donc, on est un peu votre ressource. Ce qu'on apporte également à nos partenaires, et les autres speakers en ont parlé également, c'est un reach de joueurs que vous pouvez aller chercher au sein même de nos réseaux, dépendamment du scope du projet, bien sûr, et de notre entente. Mais voilà, on va travailler sur différents réseaux auprès de nos communautés. Et donc, on a par exemple un compte Facebook, un compte Twitter, un compte Insta pour chaque franchise. D'ailleurs, nos comptes Twitter et Insta, certains sont numéro 1 ou numéro 2 des comptes gaming en France. Donc voilà, c'est assez fort. Mais on a également des chaînes YouTube, des chaînes Twitch, des chaînes Twitch. Pardon. On va aller travailler, parler à nos communautés aussi de manière très basique en CRM. On va faire des événements, et donc au-delà de nos propres compétitions, on va participer au Paris Games Week, qui est un peu la grande messe du jeu vidéo, où on a un stand très animé, très dynamique, très événementiel, qui va continuer d'engager nos communautés. Et puis, on a aussi notre magasin Ubisoft Store en ligne, qui va permettre de vendre en ligne nos jeux. Donc voilà. Pour vous expliquer un peu comment ça se passe concrètement quand une marque veut s'installer dans le gaming. Nous, la manière dont on procède, ça se passe toujours un peu pareil, hein. On va discuter. Ça va être une discussion un peu exploratoire, puis on va essayer d'apprendre à se connaître, de mieux comprendre c'est quoi vos objectifs. Donc là, j'ai mis un peu différents objectifs, mais aussi James et Nicolas en ont parlé avant. Et en fonction de vos objectifs, en fonction de la cible que vous voulez atteindre, on va peut-être appréhender une marque plutôt qu'une autre. C'est sûr qu'on ne va pas travailler la même mécanique ou la même opération si on va travailler sur Just Dance ou si on va travailler sur Assassin's Creed. Donc, il va falloir qu'on creuse un peu quels vont être vos besoins pour aller choisir une marque et puis commencer un peu une relation et installer des choses. Et pour aller de manière un peu plus concrète, j'ai fait le choix de vous présenter 3 différentes mécaniques, donc qui vont être différentes les unes des autres, mais qui ne sont pas du tout exhaustives. Encore une fois, si demain Nicolas, j'espère qu'il le fera, viendra nous voir et nous dit la stratégie de Kellogg's, c'est plutôt de faire une opération média, on réfléchira à une opération un peu clé en fonction d'une marque qui peut atteindre son objectif. Le premier cas que je voulais vous présenter, c'est Reebok et Assassin's Creed. Donc, c'est vraiment un cas de co-branding où en fait 2 marques vont s'assembler ensemble pour en faire qu'une, et ça va permettre de créer une histoire particulière qui va séduire une communauté au-delà de la communauté existante des marques, chacune de leur côté. Donc, on va raconter cette histoire, et donc ce co-branding en fait va permettre d'avoir une résonance de manière 360 en fonction de ce qu'on va aller toucher comme cible.
Ça a commencé par la réalisation d'un produit en ce qui concerne Reebok et Assassin's Creed, et donc une chaussure co-brandée et pas que, hein, il y a toute une gamme de produits. Et donc là, Reebok va chercher une cible de gamers, hein, va chercher à se rajouter à sa marque une caution peut-être un peu tech, un peu moderne, et Assassin's Creed, de son côté, va profiter aussi du côté lifestyle de Reebok, donc c'est vraiment du 50-50. En termes d'assets, donc on peut décliner tout un tas d'assets autour de ce co-branding, et donc en l'occurrence ici sur Reebok et Assassin's Creed. Le premier asset, c'est un teaser, donc un peu mystérieux, qui va un peu exciter les communautés pour dire voilà, il se passe quelque chose entre les deux marques, on ne sait pas trop quoi, mais ça va créer une attente et une réponse que je vais vous laisser savourer, j'espère. Écoutez-en 5 minutes. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous l'avez jamais vu, hop. On va aussi activer les fondamentaux, hein, donc c'est les services presse de chaque marque qui va faire des communautés et qui va essayer de maximiser la couverture de l'activation, et donc ça donne une résonance en presse. On peut activer les influenceurs de chacun et donc envoyer des produits aux influenceurs pour qu'eux-mêmes aillent parler de l'événement à leur communauté. Et puis ça peut tout simplement rebondir en magasin avec pourquoi pas un jeu concours. Alors malheureusement pour Reebok et Assassin's Creed Valhalla, la crise a fait qu'on n'a pas été jusque-là, mais c'est des possibilités qu'on peut tout à fait évoquer, et puis ça peut avoir des résonances en fait sur plein d'autres canaux possibles. La limite, c'est généralement notre imagination et le budget. Le deuxième cas, qui est un peu particulier, c'est un cas de bundle avec MSI. Donc, en fait, la mécanique, elle est assez simple, hein. MSI va acheter des codes promo du jeu Assassin's Creed Valhalla pour les offrir à son consommateur final. Ça lui permet en fait d'aller nourrir un peu son image de gaming auprès d'une cible très affinitaire, et ça permet également de faire parler de la marque à un moment clé pour la communauté, la sortie d'Assassin's Creed Valhalla. Donc, pour l'occasion, en fait, Assassin's Creed MSI va posséder en fait tout le style guide de la marque, et donc va pouvoir communiquer aussi sur ses réseaux et au-delà. Et pour être plus terre à terre sur la mécanique, voilà, ça va être assez simple, hein. Le consommateur va acheter le produit MSI, il va prouver son achat et il va récupérer son jeu sur une plateforme de redeem pour ensuite le trouver sur son compte Ubisoft Connect. Donc c'est vraiment une mécanique clé en main, là qu'on sait vraiment travailler et sur laquelle on vous accompagne de A à Z pour vous aider à maximiser vos objectifs. Et bien sûr, c'est toujours la même chose, hein, ça permet de donner un point d'accroche pour le partenaire et pour aller immerger sa cible, hein, ses contacts, ses consommateurs dans l'univers d'Assassin's Creed Valhalla, de lui raconter un peu une histoire un peu sympathique dans laquelle il y aura de l'émotion. La troisième mécanique, et ça fait aussi écho à ce que Nicolas et James disaient, c'est bien sûr le sponsoring. Chez Ubisoft, nous, on organise nos propres compétitions et on est assez fiers de ça, principalement sur Rainbow Six, mais également sur Trackmania. Sur Rainbow Six, on a une compétition nationale publicitée par la communauté et pour 2020, elle vient de se terminer. C'était la Six French League, donc c'était la saison 2. Et dans cette saison 2, on avait un main sponsor qui était Rhino Shield, donc un sponsor quand même de renom. Rhino Shield, qui est donc constructeur de coques pour téléphone, a pu vraiment utiliser l'ensemble de la compétition. Donc, il y a un nombre de playdays, hein, sur la French League. On est sur
14 Playdays qui courent de juin à novembre avec une finale sur 2 jours. Donc, c'est assez intense comme rythme et comme rendez-vous en fait auprès des contacts. Hein. Donc, Rhinoshield a pu vraiment profiter de visibilité sur l'ensemble des assets du stream. Donc là, on voit le countdown, le game overlay, le caster analysis, bref, mais également d'une visibilité sur nos réseaux en organisant des jeux concours co-brandés pendant les matchs, en organisant un MVP, donc un sondage qui a permis vraiment un engagement assez fort de la communauté. Donc voilà, il y a toute une gamme d'activations qu'on peut d'ailleurs réfléchir ensemble. Hein. Encore une fois, il n'y a pas de liste exhaustive. C'est vraiment, on peut vraiment faire du sur-mesure en fonction des guidelines. Là, en l'occurrence, Rhinoshield avait aussi vraiment un objectif de product placement. Donc, on a vraiment intégré leurs produits dans la compétition et même ils avaient comme objectif de divulguer des messages promotionnels. Donc, on les a accompagnés là-dessus. Voilà pour la Six French League et je ne sais pas combien du tout de temps il me reste, mais c'est bon, j'ai le temps, c'est cool. J'étais vite. Donc, pour le futur, en fait, pour parler un peu de l'avenir, la Six French League, c'est une compétition qui va continuer. Hein. La saison 3 va arriver a priori sur le deuxième semestre 2021. Et je voulais quand même vous parler du futur de notre compétition de manière presque internationale. Hein. C'est la Six World Cup, donc qui va être une compétition internationale avec plus de 50 équipes nationales qui vont s'affronter. Et donc, en France, nous, on recherche toujours des partenaires qui vont cette fois-ci pouvoir sponsoriser l'équipe française qui va affronter les autres équipes lors de la Six World Cup. C'est vraiment là pour le coup un sponsoring d'équipe au sein d'une compétition qu'on organise, donc c'est un peu nouveau. Le format de la compétition, lui, est complètement inédit parce que ça n'existe pas en fait des World Cup de cette envergure avec des équipes nationales, hein, donc c'est vraiment une première. Et donc si j'ai le temps de mettre le trailer, tu me dis je le mettrai, et ben je vais vous le mettre, ça sera presque la fin de ma présentation. La Six World Cup, elle aura lieu en 2022. Et donc, hop, je vais partager ça avec vous. Cara, você não tá entendendo. Isso é hoje, aqui. A gente tem que ir lá. It's a heartbeat, a pulse, a distant vibration. It's a surge, a rush, the raw of a nation. It's nothing you could have predicted, but everything you believed in. It's nothing you expected, but everything you have achieved. It's nothing you could have trained for, yet everything you would have wanted. It's bigger than you could have imagined, yet everything you always needed. It's everything you achieved, everything you cared about. It's everything you accomplished, everything you cheered for. It's in every strategy planned, in every inch you gained. It's more than gaming. It's more than just support. It's cherished. Sitting in the center here, coastline in open area. But they all know he gets taken down. So quick from the defense. Through there, they're both on the side. He's gonna run the corner, finds one kill. The second one goes down. Share every moment. Share every action. Share every emotion. Share every struggle. Share every success. Every triumph. Yeah, share it with your friend, your family, your teammates, your people, your country. Share the unforgettable. Voilà, c'est vraiment le dernier point pour conclure. Nous, chez Ubisoft, on trouve les moyens de mettre à disposition nos contenus en discutant avec vous et en fonction de vos objectifs. Et vous voyez qu'on peut vraiment vous aider à partager de l'émotion avec vos contacts et même avec nos contacts. Voilà. Merci beaucoup, Alison. Effectivement, comme tu disais, oui, bon, ça nous a permis de voir là aujourd'hui comment un éditeur, en fait, on ne se rend pas compte forcément de toutes ces ressources qui sont derrière pour accompagner des annonceurs.
et tout ce qu'on peut faire aussi autour d'un jeu vidéo. On le voit avec Assassin's Creed, avec MSI ou Reebok, on a des activations complètement différentes et on voit bien tout ce qu'il est possible de faire aujourd'hui si on essaie de toucher cette cible gaming. Merci beaucoup, Alison. Merci à vous. On va accueillir notre quatrième et dernier speaker. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Je vois qu'il y en a déjà pas mal. N'hésitez pas si vous en avez aussi pour Alison. Notre quatrième intervenant, c'est Benoît Agard, chef de projet digital chez la Société Générale. Hello Benoît, est-ce que tu... Bonjour à toutes et à tous. Super. J'espère que vous allez bien en cette grande journée de sortie de Cyberpunk 2077. Quand même, faut le souligner. Voilà, je précise également qu'il y a mon collègue Godefroy qui fait partie de la team e-sport chez Société Générale qui est présent dans le chat, qui n'hésitera pas à répondre à vos questions. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des petites questions. J'ai la petite présentation, normalement. Je vois qu'il y a Alison qui présente encore. Super. Hop. Je vous balance ça. Et on doit être bon. Ok, on est bon, super. Déjà, félicitations Benoît, j'ai vu que vous avez gagné un prix hier. Exactement, c'est tout frais, merci beaucoup. J'y reviendrai plus tard. En effet, on a gagné l'or au Grand Prix Stratégie pour notre activation avec Dwagby sur le tournoi à la détection qu'on a fait en co-création avec l'agence Gamers Origin. J'y reviendrai un petit peu plus tard, mais merci beaucoup, on est très content de cette récompense. Donc voilà, donc aujourd'hui, moi, mon objectif, c'est de vous parler un petit peu, pas forcément d'avoir un guide sur comment, en tant que marque non endémique, aller sur le secteur de l'e-sport, mais plutôt des cas concrets chez nous, chez Société Générale, comment on a fait, quelles ont été les grandes activations ces 2 dernières années. Voilà, comment ça se concrétise au quotidien. Donc, justement, j'ai une question pour toi. Vous êtes Société Générale, vous êtes très actif dans le monde du sport via le rugby, notamment. Et maintenant, on vous voit de plus en plus dans le e-sport. Vous êtes actif, je crois, depuis 2018 avec la sponsorisation d'une équipe, Gamers Origin. Tu peux un peu peut-être nous expliquer comment une grande banque comme la Société Générale en arrive à se lancer dans le e-sport, à sponsoriser une équipe? Bien sûr. Sur le papier, je peux dire simplement que c'était la continuité un petit peu des engagements qu'on avait, notamment sur le rugby, qu'on a, voilà, qui est un engagement fort chez nous. L'e-sport, c'est la continuité au niveau de l'engagement qu'on a sur l'innovation, sur notre signature de marque qui est « C'est vous l'avenir ». On est persuadé que c'est ancré dans notre ADN et on veut vraiment partager ça avec le public, avec nos clients, avec les étudiants, avec tout le monde. Et il s'est avéré qu'un partenariat avec Gamers Origin, aller sur l'e-sport, c'était vraiment la suite logique pour nous. Comment ça s'est concrétisé? C'est assez simple en fait. Ça n'a pas été une décision du jour au lendemain où on s'est dit au niveau de la direction, l'e-sport, ça grossit d'année en année, ça pèse, est-ce qu'on ferait bien d'aller dessus? Non. Ça a été un cas d'intrapreneuriat, pardon. C'est-à-dire qu'on était une équipe de 4 passionnés qui avons monté une start-up en interne. Et en fait, on est allé proposer à la direction d'aller sur ce marché-là, de leur faire découvrir, d'arriver avec une proposition de sponsoring d'une équipe, donc Gamers Origin. À l'époque, donc là c'était fin 2017, on a rencontré plusieurs équipes e-sport. Bon, comme vous le voyez, ça s'est fini avec Gamers Origin, donc on est très très fiers de ce partenariat. Et voilà, ça a été vraiment l'impulsion de 4 vrais passionnés d'e-sport, de gaming, et on a monté un vrai projet en interne pour que ça puisse se concrétiser au sein de la direction. Du coup, en 2018, on a officialisé ce partenariat avec Gamers Origin, qui est une des plus grosses équipes françaises côté e-sport. Voilà, on est donc partenaire avec eux depuis 2018. Entre-temps, ils ont ouvert un vrai centre d'entraînement, donc avec ostéopathe, locaux pour les joueurs, nutritionnistes, vraiment magnifiques locaux dans Paris Centre. Ils ont levé plus de 3 millions d'euros. Et aujourd'hui, c'est une équipe avec 6 équipes différentes sur 5 jeux. Donc c'est vraiment une très forte équipe en France. Et une agence de communication, donc l'agence Gamers Origin, qui nous accompagne au quotidien sur tous nos projets e-sport.
Et également, en 2020, ils ont été top 1 LFL, donc au Summer Split et au Spring Split, donc sur League of Legends. Donc c'est vrai que c'est une vraie fierté pour nous, et c'est pas juste un sponsoring. Aujourd'hui, Gamers Origin, pour nous, c'est un vrai partenariat dont on est extrêmement fiers. Également, ensuite, je vais vous parler un petit peu plus des projets qu'on a pu mener, avec Gamers Origin, ou non. Il y a eu tout d'abord, en 2019, la création de la carte League of Legends. Donc là, c'était, la volonté de proposer un produit, en alignement avec notre engagement e-sport, et d'aller encore plus loin. Donc comment ça se concrétise? On a été en partenariat et on est toujours en partenariat avec Mastercard, donc sur, la création de cette carte, à l'effigie de Riven, pour les fans de League of Legends. Ça s'est fait à l'occasion des Worlds de 2019 du coup. Comme vous le saviez, ça s'est passé à Paris, à l'Accor Hotel Arena. C'était absolument chouette, pour ceux qui ont eu l'occasion d'y être. Moi, j'ai eu cette chance. Et le but de la création de cette carte, c'est pas juste avoir une carte qu'on propose aux clients, c'est également avoir une vraie proposition de valeur derrière. C'est-à-dire qu'on leur propose, toujours en partenariat avec Gamers Origin, de rencontrer des joueurs professionnels, de faire une initiation, de bénéficier de conseils de joueurs professionnels durant une journée, de bénéficier d'avantages exclusifs. Par exemple, ils peuvent avoir de la réduction sur la location de matériel gaming. Pour les plus chanceux, ils ont eu l'occasion pendant les Worlds, d'accéder avant tout le monde à l'Accor Hotel Arena et découvrir les backstage, de faire la visite de l'Accor Hotel Arena avant que les joueurs arrivent, avant que le public arrive. Donc vraiment des choses complètement exclusives qu'ils peuvent avoir juste en possédant la carte League of Legends. Donc ça, pour nous, c'était très important. Et voilà, ça s'adresse vraiment aux passionnés. Et on a essayé d'avoir un package vraiment dédié à des vrais passionnés. Ensuite, on a eu donc la détection, dont on a parlé tout à l'heure et pour lequel on a reçu l'or au Grand Prix Stratégie que tu mentionnais tout à l'heure. C'est un tournoi Fortnite qui a rassemblé plus de 40 000 inscrits quand même. On avait seulement, entre guillemets, 10 000 places. Donc voilà, on est très très content de tout ce que ça a pu susciter. Le but de ce tournoi, c'était de faire émerger les talents. Comme vous le savez, notre signature de marque et qui est présente dans le logo, c'est vous l'avenir. Et pour nous, c'était important d'avoir un tournoi à cette image et qui témoignait vraiment de notre engagement. Et pour cela, on s'est dit, pourquoi pas partir avec Dwagby, qui a une communauté assez forte, assez jeune, des étudiants, des jeunes actifs. Pour nous, c'était très important de se dire, voilà, on va faire ce tournoi et qui potentiellement demain peut faire émerger des vrais talents qui ne sont pas spécialement dans le circuit professionnel. Et c'est ce qui s'est produit. Heureusement, on est très très content de ça. Il y a 4 joueurs à l'issue de la détection qui ont signé des contrats professionnels, notamment chez Cause qui a signé chez Gamers Origin. Donc on est extrêmement fiers de ça. Et c'est vrai que c'était une première pour nous. C'est vrai que plus globalement, 2020, c'est un petit peu l'année où on continue de monter en force. Parce que c'est vrai que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a signé en 2018 avec Gamers Origin et ça marque vraiment le début de l'engagement e-sport pour nous. Mais ça paraît, il y a 2 ans et demi, c'était peut-être tôt pour une marque non endémique, mais c'était déjà un peu tard en soi sur l'e-sport. Donc il faut le temps qu'en interne également ça se fasse. Voilà, c'est des sujets qui montent progressivement. Et 2020, voilà, la détection pour nous, c'était vraiment la grosse activation qui marquait le début d'un engagement encore plus fort. Et l'année prochaine, ça sera encore plus le cas, j'espère. Donc voilà. Et pour clôturer sur la détection, on est extrêmement fiers de voir que sur YouTube, que sur Twitch, toutes les différentes plateformes sur lesquelles Dwagby a pu diffuser, on a réuni plus de 5 millions de vues. Donc on était très très fiers d'avoir un véritable engouement sur ce tournoi Fortnite. Alors, je vais passer à la deuxième grosse activation de l'année qui est la ZLAN. Donc la LAN organisée par Zerator, où j'ai pu me rendre et j'étais très content d'être là-bas. Là, on s'est dit, on a un fort engagement depuis 2018 sur l'e-sport, ce qui est alors considéré comme une niche, même si, comme le disait Nicolas tout à l'heure, c'est quand même une très grosse niche au final. Donc on s'est dit, on va étendre un peu plus au gaming, aux streamers et à une cible un peu plus large, un peu plus grand public. Et la ZLAN, pour nous, c'était l'événement idéal pour ça. Donc en fait, on est devenu partenaire principal de l'événement. Et on n'a pas juste voulu aller mettre notre logo partout sur la ZLAN. On voulait que ça aille un petit peu plus loin. C'est pour ça que, en accord avec la ZLAN, on a été sponsor officiel de l'épreuve de calcul mental, qui est devenue l'épreuve de calcul mental by Société Générale.
qui a été remporté par Sardoche, qui a été un crack absolu sur l'épreuve de calcul mental, on peut pas le renier. Et voilà. Et donc, pour continuer sur cet engagement plus fort, on a fait un gros concours sur Twitter où on faisait gagner l'intégralité des jeux qui étaient présents à la ZLAN, à la ZLAN. Voilà, donc on a fait gagner plusieurs packs qui étaient disponibles. Donc à chaque fois, c'était des packs à gagner en duo pour les gens qui gagnaient. Et enfin, on avait conçu spécialement une vidéo sur le parcours e-sport de chez Mec, donc qui est un joueur de League of Legends chez Gamers Origin, qui est un joueur français. Donc en fait, c'était un petit témoignage sur quel a été son parcours, quelles ont été ses difficultés pour devenir joueur professionnel, toujours dans cette logique de c'est vous l'avenir, de montrer comment d'amateur on a pu devenir professionnel. Et voilà, c'était un témoignage assez fort qu'on diffusait pendant la ZLAN, pendant les coupures pub. Donc voilà, on était très contents et très fiers de pouvoir proposer ça aux gens passionnés de gaming, passionnés d'e-sport, qui se disent peut-être, moi aujourd'hui, l'e-sport, le gaming, ça me passionne, et comment j'en fais mon métier. Voilà pour la ZLAN de cette année. Donc encore une fois, on est très fiers d'avoir pu participer à cet événement. Et ensuite, je vais aborder les 2 tournois de fin d'année qui sont encore en cours actuellement, qui finissent très bientôt, mi-décembre. Donc tout d'abord, on a un tournoi étudiant. Donc là, on est plus sur un sujet marque employeur, qui est vraiment côté RH, venir parler aux étudiants pour les séduire et leur donner envie de venir travailler chez Société Générale, en leur proposant des activations un peu fun, qui changent un petit peu d'habitude, notamment sur ce tournoi e-sport, donc l'Académie, qui est pour le coup un tournoi sur Minecraft et Age of Empires 2. Donc c'est en partenariat avec Xbox Game Pass, donc côté Microsoft. On s'est dit, on n'avait pas envie de proposer un énième tournoi sur Fortnite, sur League of Legends. On avait envie de quelque chose qui change un petit peu de d'habitude. Et on s'est dit, en fait, tout simplement, on veut que les étudiants ils s'amusent. Donc quoi de mieux que Minecraft, qui est un jeu répandu depuis des années, et Age of Empires 2, qui est un jeu sur lequel on a beaucoup de nostalgie. Souvent, quand on a entre 20 et 30 ans, on y a déjà joué il y a quelques années. Et rien que le nom du jeu nous rappelle plein de souvenirs et plein de très bons moments. Donc on a vraiment voulu jouer là-dessus, et c'est pour ça qu'on a proposé un tournoi sur ces 2 jeux qui sont pas spécialement communs pour des tournois e-sport. Et voilà, donc c'est actuellement en cours. On a eu plus de 1000 inscrits sur les 2 jeux au total, donc on est très contents. Et voilà. Je vous invite à aller voir le site tournoilacadémie.fr si vous avez envie d'en voir un petit peu plus au niveau de l'ADA, au niveau de ce qu'on fait. Encore une fois, sur cette activation, on est accompagné par l'agence Gamers Origin, qui fait un excellent travail avec nous, donc on est très très fiers. Et j'espère que les étudiants, parce que du coup c'est vraiment un tournoi inter-école, donc il y a un petit challenge inter-école, à savoir quelle est l'école qui va avoir le plus d'inscrits. Et alors je crois que c'est Compiègne, c'est une école à Compiègne qui a déjà qui a eu le plus d'inscrits, et qui va pouvoir un petit peu montrer qu'ils sont présents sur les réseaux sociaux, etc. Faut savoir que les gagnants de chaque tournoi, donc sur Minecraft et sur Age of Empires, chacun il gagne une Xbox Series X et 2000 €, et que les autres gagnants peuvent gagner des Nintendo Switch. Donc voilà, il y a toujours cette notion de cash prize derrière qui garde quand même l'ADN de tournoi e-sport. Nous, c'est quand même très important pour nous. Et également, alors ça remonte un peu plus fin 2019, on avait fait un autre événement RH qui était plutôt côté networking. C'est-à-dire qu'on avait proposé à l'époque aux étudiants d'école IT de venir chez Société Générale, donc au Dune, à notre technopole qui est à Val-de-Fontenay, et de venir disputer des games de League of Legends avec les joueurs de Gamers Origin. Donc de pouvoir bénéficier de leurs conseils, de pouvoir se mesurer à eux et d'échanger tout simplement. Et entre 2 games, d'échanger avec des recruteurs et des RH de chez Société Générale, de pouvoir laisser son CV et discuter. Et c'est vrai que c'était un petit peu très neuf, et les étudiants ont beaucoup apprécié cette activation. Donc on est très contents aussi de pouvoir continuer sur le terrain RH et de pouvoir proposer des activations sur la marque employeur. Et dernier sujet, qui est plus un sujet interne en l'occurrence, qui est un tournoi Fortnite dédié aux collaborateurs qui s'appelle The Tournament, qui est là un sujet de taille, parce que c'est un sujet qu'on propose donc à nos 150 000 collaborateurs à travers le monde. Donc pour le coup, c'est assez nouveau pour nous parce que c'est vraiment un sujet complètement interne, avec une finale qui va être castée par Lutti, Juliette ARZ et Kams. Voilà, on a eu plus de 3500 inscrits. Là, on est je crois que on a les 12 derniers joueurs pour la finale. Et là, le but, c'était vraiment de montrer également en interne
à nos collaborateurs que certes, on est engagé sur l'e-sport, mais on l'est aussi en interne et qu'on veut leur faire vivre chez eux, avec leur famille, parce que le tournoi est ouvert à leurs enfants, frères et sœurs, etc. Du coup, on voulait vraiment leur faire vivre ce tournoi e-sport, cet engagement sur le gaming et sur Fortnite, en interne également. Donc c'était très important pour nous. Et du coup, également, là, il y a à remporter des PlayStation 5 et des Nintendo Switch Lite, donc encore des cadeaux sympas. Bon, j'imagine, ils seront très contents de pouvoir avoir ça sous le sapin, donc voilà, j'espère que ça leur plaira. Et ce qui est vraiment très cool à voir, c'est de voir à travers tout le monde, en Russie, en Inde, etc., voir l'engagement qu'on a sur ce tournoi en interne, et que tous les collaborateurs qui se seraient peut-être jamais parlé, là, peuvent échanger et se mesurer les uns aux autres, virtuellement, surtout pendant le confinement, virtuellement sur Fortnite. Donc on est très content de ça également. Voilà, donc si vous avez des questions, je suis totalement ouvert, que ce soit dans le chat. J'ai vu que tout à l'heure le chat était assez actif. Notamment, j'ai relevé la question sur le fait, est-ce que il est possible de faire des activations, enfin, est-ce qu'on est obligé de passer par Webedia quand on veut faire des activations? Alors, propose des choses très bien, Webedia, mais on n'est pas obligé forcément de passer avec eux. Nous, on travaille principalement avec donc notre agence et notre partenaire Gamers Origin. Mais la stratégie est définie en interne et on décline, en fait, tout simplement, ensuite en activation tout au long de l'année, et l'agence Gamers Origin ou d'autres partenaires nous accompagnent sur cette activation-là et sur ces activations-là. Et voilà, mais en fait, tout simplement, ça nous permet, nous, d'avoir une vraie vision, de savoir qui on veut toucher en termes de cible, et d'avoir une vraie stratégie qui va pas être forcément une agence qui, je vais le dire, hein, mais souvent en ce moment, là, je vois qu'il y a un très grand regain des agences de marketing, des agences de communication sur le sujet e-sport, mais qui n'ont pas forcément la connaissance du marché, l'expertise de connaître les codes, et forcément les influenceurs, pour nous proposer ce type d'action. Donc souvent, on refuse et on réfléchit extrêmement bien, et on prend le temps de voir qu'est-ce qui pourrait être bénéfique pour Société Générale et pour la communauté. Parce qu'on ne veut pas simplement se dire, OK, on fait ça pour la marque, mais on veut aussi que la communauté et les fans d'e-sport et de gaming prennent part à nos activations et soient extrêmement contents de ce qu'on propose. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on met un pied d'œuvre à mettre en place. Merci beaucoup, Benoît. Écoute, c'est super intéressant parce qu'on voit comment vous avez commencé en 2018 avec le sponsoring d'une équipe. Vous avez après sponsorisé des événements et aujourd'hui, vous avez créé des assets forts, de marque autour de l'e-sport. Vous avez la détection où Exactement. vous touchez les jeunes, vous avez l'académie, vous essayez de toucher les étudiants, vous avez The Tournament où vous essayez de toucher avec la marque employeur en interne et externe. On voit bien que vous êtes en train de créer des assets autour de l'e-sport et qui placent votre légitimité sur ce vertical. C'est très important pour nous, d'autant plus que, comme je le disais au début, à la toute base, on est une équipe de passionnés, en fait, tout simplement d'e-sport, de gaming. Et on n'a pas forcément au début pris l'aspect marketing pour se dire, ou l'aspect communication et l'aspect produit, se dire on veut augmenter nos ouvertures de compte chez Société Générale de 10%, du coup on va sur l'e-sport. C'était pas la démarche. La démarche, c'était vraiment une démarche de passionnés. Et quand on fait quelque chose, comme je le disais tout à l'heure, on a vraiment envie que ce soit fait pour la communauté, qui a ses propres codes, qui a ses propres nomenclatures, ses propres réactions. Et voilà, et c'est vrai qu'on essaye d'être le plus légitime possible. Ça fait 2 ans et demi qu'on est sur le sujet et qu'on a continué. En tout cas, on a envie de continuer à prendre part sur l'e-sport. Et aujourd'hui, ça s'inclut vraiment dans notre stratégie de sponsoring et de communication. Super, merci Benoît. Je crois qu'on va tous se retrouver maintenant, les 4 speakers, tous ensemble pour les questions à réponse. Je crois qu'il y en a eu pas mal dans le chat. J'ai vu qu'on a déjà répondu à une, Benoît, mais je crois qu'on en a eu pas mal d'autres. Hop, je suis en train de les récupérer. Sinon, Quentin, tu dois les avoir peut-être, tu as eu le temps. Ouais, tout à fait. Merci à tous, c'était hyper intéressant et on a une courbe d'attention assez forte. Il y a beaucoup de gens qui regardent et qui sont encore avec nous, même si on a un peu dépassé le timing. Désolé pour ça. On va prendre quand même le temps de poser quelques questions parce qu'effectivement, il y a eu de nombreuses questions dans le chat. On ne pourra certainement pas toutes les adresser, désolé. On va faire une sélection du mieux possible. La première question pour toi, Nicolas.
un des viewers, donc un utilisateur qui nous dit « C'est vrai que les partenariats de Kellogg's sont souvent bien trouvés, alors que le milieu est assez codé habituellement. Avez-vous des profils marketing déjà appétants en e-sport ou est-ce que vous avez dû recruter des spécialistes pour trouver ces partenariats ?» Alors, on n'a pas recruté de spécialistes. J'ai pas trop fait une intro en parlant de moi. Je suis entré direct dans le business, mais il se trouve que personnellement, je suis passionné de ce domaine-là depuis longtemps. Et en fait, je suis content. Et c'est un peu le scénario idéal dans une carrière que son entreprise, après avoir été seule à prêcher dans le désert, se retrouve à nous demander expressément de bosser sur le gaming. Bon, bah d'accord, je vais le faire alors, si vraiment vous insistez. Donc moi, c'est un peu ça l'histoire en fait. Donc moi, j'ai une certaine expertise. Après, on va voir. Donc on n'a pas il n'y a pas de profil dédié à ça. On a une équipe média qui est bien au courant, bien au fait, qui est située à Dublin pour tous les pays d'Europe, donc qui peut nous conseiller, qui peut nous aider. Mais après, notre job en France, c'est d'aller chercher les bons partenaires. On a parlé de Twitch aujourd'hui, c'est un excellent partenaire évidemment. On a parlé de Webedia, on a parlé d'autres agences, Gamers Origin, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, c'est un peu fragmenté pour être honnête, mais il y a quand même quelques gros acteurs qui peuvent être de très très bons conseils, que ce soit de façon contractuelle en les payant, mais aussi des fois honnêtement autour d'une petite discussion très sympa, on peut avoir des infos intéressantes qui peuvent nous aider. Ok. Super. Bah, effectivement, c'est vrai que c'est peut-être le trait commun entre tous nos speakers aujourd'hui. On a senti une certaine passion pour les jeux vidéo et le lien, comme le disait James aussi, entre passion personnelle et projet professionnel. Donc, ça fait sens. Deuxième question, toujours pour toi, Nicolas. Est-ce que le sport virtuel automobile peut être une piste pour vous, donc pour les marques du groupe Kellogg's? Alors, en fait, nous, on ne raisonne pas forcément... Enfin, le sport automobile, c'est une réponse. C'est une réponse. En amont, la question, ce qui est le début du brief, c'est qui est-ce qu'on veut toucher. Donc aujourd'hui, il y a une quantité assez énorme de réponses qu'on peut apporter à cette question-là. Aujourd'hui, on n'a pas investi dans le sport automobile, honnêtement, que ce soit en virtuel ou en physique, comme on n'a pas investi dans plein d'autres sports, en fait. On n'a pas trop pris des partis très forts sur des domaines très particuliers parce que justement notre crainte c'est qu'on rentre après dans une addition de niches côte à côte qui vont pas forcément très bien vivre. Et c'est d'ailleurs même une des limites quand on s'était associé à Riot Games. Bon bah ceux qui adorent LoL, League of Legends, ils ont adoré ce partenariat, on a eu des super retours, etc. Après, tous les autres qui ne connaissent pas ou ne veulent pas connaître League of Legends, bah, clairement, on ne les touche pas. Donc, alors qu'on investit pas mal d'argent en parallèle. Donc, il faut trouver cet équilibre. Si votre marque elle a une résonance, ne serait-ce que de loin ou moyenne avec le sport automobile, je pense honnêtement, allez-y à fond, renseignez-vous et testez des choses. Hein. Le test and learn, l'avantage, c'est qu'on est quand même très digital là. Hein. Donc le digital, il a quand même un gros avantage, c'est qu'on n'est pas obligé d'attendre l'année prochaine pour avoir les résultats. On peut les avoir au bout de 48 heures ou 24 heures, il suffit ça en direct et piloter, échanger les choses, etc. Donc bienvenue en 2020, on peut tester des choses et apprendre et modifier nos plans en conséquence. Ok, parfait. Mais en parlant de sport automobile, justement, a couple of questions for you, James, as well. People was asking, have you ever thought about activating a virtual cycling platform such as Zwift or Be Cool, for example? Absolutely, we've certainly. It's very challenging. I wanted to, and it's a great question, by the way. I wanted to share a little bit of the insight of what we've done and why we've taken that journey. But I did, and I'll reinforce the point. Say we now need to see as a business where that takes us. I talked about the car side because of the engagement with Gran Turismo, with iRacing, with Porsche, with multiple partners across the board in terms of IP. I touched on the MotoGP thing from a motorcycle point of view, but of course we're always open to activations, and indeed some of the things that we've done as a communication lever as a result of these partnerships hasn't necessarily been what we planned to do. And I touched on the lockdown COVID GT Sport racing that we did. You know, that was never in the plan. So it's a case of, as a brand, we need to ensure that we look at where our consumers are, where those touch points are, and balance that with wanting to support the greater ecosystem of gaming and esport as well. So we're always open to approaches, and we're always looking at new things. Sadly, I can't tell you about all the new things we're looking at, but it's a great question, it's a great point, and my answer in short is
Absolutely. You know, we've got to be open to everything. And I smiled because I was having a conversation about one of those words, one of those platforms that was mentioned about 7 days ago. So, you know, we keep looking, we keep trying. There isn't a space for our brand everywhere, but we want to be where the consumer wants to see us. Okay, perfect. Thank you very much for your answer. We have kind of the same question for the sim racing scene. The sim racing scene that has been quite highlighted with the crisis. Got a huge visibility this year. Would you be willing to invest the same support and maybe even more to help this niche scene for the upcoming years? That's one of the questions we got. It's a good and very, very challenging question to answer, actually. So I'll try and talk about it as much as I can. Where I've talked from is from a global communications and marketing point of view, where we've positioned ourselves, and I shared that quite openly with you. I certainly don't want to go down the rabbit hole of discussing what Gran Turismo is. It's certainly an arcade sim, and it's certainly the only FIA certified esport. We do work, as I said, with some of our partners. I can't talk about all the details of that because some of it's in the background as well, which perhaps will feed through to some of the more top tier or 1% racing simulators like rFactor 2, like iRacing, etc. In terms of investment in the sim community, we do things from a local point of view. We don't currently have a global approach, and truthfully, that's because if you look at our relationships in traditional motorsport, we've always worked with series as opposed to working with individual drivers and teams, because we want to provide that technical support and yet ensure that we're in a position to be open to talk about that without showing specific preference. However, you know, we're always open to looking at things. As I said in answer to the first question, we've certainly done some local activations and support. Now, please don't quote me because I'm going from memory, but I believe, well, you can quote me, I think it's right. In Spain, we actually work with I can't remember the name of it, sadly, a motorsport educational authority that effectively does sim racing and training there. So we do work with that. We do get a lot of local approaches to support community sim racing, which we've done, and I know I've supported some of those personally just to again, to help that community out. In terms of the grand scale of what we want to do in the future, as I did say in the initial presentation, who knows? You know, we're constantly looking to reinvent our position to support that consumer need. That I repeat that because it's so key to us as a brand, as a company, to be in that place where the consumer wants us. So never say never. Yeah, let's see what the future holds. Thank you. J'ai une question pour toi, Alison, deux questions. La première, c'est est-ce que vous monétisez en tant qu'Ubisoft ou valorisez votre audience in-game quand vous travaillez avec des marques ou des partenaires? Oui, en tout cas, on considère que nos marques ont une valeur, et donc notre apport, il est, c'est pas seulement, enfin le logo, hein, c'est tout ce que ça implique autour. Donc c'est vraiment tout l'univers qu'on apporte. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans la construction d'un partenariat chez nous, hein, moi la première, mais on a d'autres gens qui sont impliqués, donc il faut des ressources. Et puis derrière, chaque marque a un style guide fourni. Donc il y a vraiment, on livre vraiment des assets très, clés en main. Donc voilà, c'est costaud. Donc oui, la réponse est on valorise. Après, tout est discussion, j'ai envie de dire. Donc encore une fois, le point de contact, c'est vraiment qu'est-ce qu'on fait ensemble et sur quoi on se met d'accord, quoi. Là, c'est une question alors pour toi, Alison, mais je pense que les autres peuvent répondre aussi. Est-ce que aujourd'hui, il y a des marques avec lesquelles vous vous interdisez de travailler au-delà de l'alcool, tabac, jeux d'argent, cinéma adulte et autres? Est-ce qu'il y a des marques où vous dites non, on ne peut pas faire de collaboration avec? Alors, je vais répondre en premier, mais moi, j'ai pas de liste genre précise des marques qu'on s'interdirait. On est plutôt inclusif. Encore une fois, je vais faire pas une vraie réponse, mais c'est vraiment une discussion. Il y a des marques qui vont pas se coller avec Assassin's Creed. Je sais pas si on parle d'un détergent ménager. Je sais pas si je vais le coller avec Assassin's Creed. Voilà, et peut-être qu'on le fera parce que l'histoire, elle est incroyable et qu'on a trouvé le moyen de le faire. Mais
a priori, voilà, il y a des marques qui iront plus avec Lapin Crétin, il y a des marques qui iront plus avec Just Dance, il y a des marques qui iront plus avec Watch Dogs. Donc, je pense que c'est déjà une discussion. Qu'est-ce qu'on veut faire, qui on est, c'est quoi les valeurs qu'on a chacun de notre côté et sur quoi on peut s'entendre. Et donc, malheureusement, parfois, oui, ça peut ne pas marcher. Mais bon, on essaye quand même de trouver un moyen que ça fonctionne sur une marque ou sur une autre. Je veux bien prendre la suite, du coup. C'est vrai que c'était une très, très bonne question de Nicolas. Nous, côté Société Générale, du coup, côté annonceur, c'est vrai que, comme ici, on n'a pas de liste prédéfinie de personnes et de marques, de jeux, d'éditeurs avec qui on ne veut pas travailler, bien évidemment. On est plus au cas par cas, mais bien évidemment, par exemple, je vais prendre le cas d'influenceurs. On regarde déjà si les valeurs sont communes, si la façon de parler, le discours au quotidien colle avec nos valeurs et ce qu'on a envie, nous, de transmettre à une communauté. Également, si la communauté correspond. Et je vais te donner un exemple très concret. Si il y a, nous, ce qu'on fait quand on nous propose un influenceur, moi, la première chose que je fais, c'est je vais voir sur Twitter, est-ce qu'il y a des dramas, est-ce qu'il y a des histoires sombres sur Discord, est-ce qu'il y a des choses, voilà, qu'on doit voir. Et c'est bien sûr, on vérifie tout ça et c'est très important pour nous d'être très clean et d'avoir travaillé avec des gens et de s'entourer de gens qui partagent nos valeurs et qui sont positifs et sains. Ouais, je peux que rebondir là-dessus, si vous me permettez. Nous aussi, pareil, en fait, il y a beaucoup d'intervenants. Donc, Alison a un côté, le côté éditeur, donc idem. Certaines marques de notre portefeuille de marques s'associeraient naturellement avec des jeux et pas du tout avec d'autres. Et pour d'autres, il y aurait des discussions. Donc, je pense que tous les scénarios sont possibles. Et je pense que le point de Benoît aussi, il est hyper important. C'est une communauté qui est beaucoup engagée et engageable via des streamers. Voilà, on va pas avoir la même chose quand on s'associe avec Dwagby que quand on s'associe avec Sardoche. Faut pas y aller pour les mêmes raisons. Donc, il faut bien l'avoir en tête. Si vous êtes bien conseillé, normalement, tout se passera bien. Je conseille en plus du conseil officiel d'être curieux par vous-même. C'est toujours un peu la base, mais il faut être curieux et regarder par soi-même et se faire une opinion. Donc, voilà, donc, oui, en effet, faut bien prendre ça en compte. Sur les jeux, nous, typiquement, ça s'est bien détendu au fur et à mesure de la démocratisation aussi de certains jeux. Mais il y a 2-3 ans, je me rappelle, quand on avait les discussions en amont du partenariat signé avec Riot, il y avait d'autres jeux qui étaient dans le scope et il y avait pas mal de frilosité sur des jeux vraiment de combat avec du sang, notamment. Ce genre de choses. Donc il y a déjà les jeux où on voit le sang, les jeux où on voit pas le sang, les jeux où le but c'est de tuer l'autre et les jeux où le but c'est de collaborer. Je te rejoins là-dessus. Voilà, donc déjà c'est Fortnite, je pense que c'est un bon exemple parce qu'à la fois c'est un jeu de tir, c'est un FPS et en même temps c'est dans un univers un peu fantasy, etc. qui du coup, c'est pour ça d'ailleurs que Epic, je pense, Epic Games a réussi à construire une magnifique plateforme autour de ça parce qu'ils ont construit une plateforme relativement safe pour les marques. Même assez safe pour les marques, alors que c'est quand même à la base un jeu de combat et une battle arena. Donc c'est hyper intéressant et ça, il faut discuter avec les marques, il faut discuter avec Alison, il faut discuter avec les influenceurs, quoi. Super. Une question pour toi, Benoît, et je pense on a déjà pas mal débordé. Je pense que ce sera peut-être la dernière. Tu parlais d'une cible jeune que vous touchez avec vos activations. Est-ce que tu peux préciser éventuellement le segment en termes d'âge que vous ciblez? On n'a pas un âge précis ciblé. En fait, quand je dis qu'on touche une cible jeune, c'est surtout du fait de l'e-sport et du gaming qui, dans tous les cas, ça va pas être une cible entre 50 et 70 ans. La cible e-sport, c'est vrai que ça va être très jeune. Le gaming, quand on touche un peu plus large, ça rajeunit de par les gros influenceurs type Dwagby, avec Fortnite, avec la Zilan, etc. Mais oui, globalement, on va être entre du 16-35, quoi. Mais donc nous, on se dit pas, on veut vraiment cibler la personne entre 20 et 25 ans. C'est juste cette communauté-là qui, de facto, a une communauté assez jeune qui nous intéresse, quoi, tout simplement. Ok. Quentin, ton micro est coupé. Yes, j'ai vu. Merci. Parfait. Écoutez, un grand merci encore à tous. Merci Nicolas, Benoît, Alison, James. Merci. Merci d'avoir joué le jeu, d'avoir répondu à la question. On a un peu dépassé l'horaire, mais c'est parce qu'il y a encore des gens de l'audience et qu'on aurait pu encore continuer à des questions. Pour conclure, je vais en profiter pour remercier toute l'équipe de The Matrix Factory. Vous m'avez vu, vous avez vu Jérémy. On voit actuellement petit à l'écran César,
qui a énormément travaillé pour mettre en ligne ce webinaire. Voilà, je remercie toute l'équipe derrière, Clément qui était dans le chat, tous ceux qui participent. Voilà, on a tout fait en interne et à distance dans les conditions actuelles pour essayer de faire cet événement. J'espère qu'on se retrouvera en 2021 pour les prochains Wake Up Your Audience. Je l'espère de visu et sinon en live sur Twitch comme d'habitude. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous. Merci le chat.